Salut les marques, salut les Marc et bienvenue dans l'épisode 18 de Catch Up. Je suis Hank, je représente les cahiers du catch avec monsieur Ringside aujourd'hui. Bonjour Ringside. Salut les amis. Salut les petits amis. Salut les petits clous. Alors, on a regardé du catch ce week-end, on s'est bien amusé. Ah, il y en avait plein du catch. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire quelque chose qui relève du quasi impossible. On va essayer de résumer, de donner notre avis sur SummerSlam et le Monday Night Raw. Tout ça en moins de 1h15, 1h30, hein. On va essayer de faire ça au mieux possible et essayer de mettre peut-être un petit repère en dessous de la vidéo sur YouTube si vous voulez passer directement à Monday Night Raw. Mais on va parler de ces résultats de SummerSlam. En commençant par le kick-off, alors je précise, hein, c'est Ringside qui a regardé le kick-off en entier. Moi, j'ai seulement vu le dernier match du kick-off. Donc le premier match, c'était American Alpha, les Hype Bros et les Usos contre Breezango, The Ascension, les Vaudevillains. Donc le principe, c'est 30 secondes pour donner son avis et une note. Donc, tu es seul sur ce coup, Ringside. Je suis seul, sans filet. Alors, écoute, le match était pas mal. Ça démarrait un peu brouillon et au final, ils ont bien booké toute la fin du match avec les classiques enchaînements de finishers chacun de son côté. Il y a la petite altercation entre les Usos et les American Alpha là qui va lancer sûrement une feud à SmackDown. Et au final, c'était plutôt sympa. Je mettrais un 3. Et voilà, ça vaut le coup d'œil. Le kick-off dans l'ensemble était plutôt pas mal d'ailleurs. D'accord. Ce SummerSlam. Alors, voilà, on rappelle que c'est sur 5 hein, la note. 3 sur 5, c'est pas 3 sur 10. Voilà. Pour les gens qui sont effrayés. Donc voilà, génial. Et les gagnants c'était les Usos, American Alpha et les Bros. Hein. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Deuxième match, c'était Sami Zayn et Neville hein, qui sont en tag team contre les Dudley Boys et il y a une victoire de Sami Zayn et Neville. Vas-y Ringside. C'était pareil, c'était plutôt bien fait. L'équipe Zen Neville, ça fonctionne plutôt bien. Les Dudley Boys sont plutôt toujours solides, toujours propres dans le ring. Voilà, pour le coup, on serait même curieux de voir un peu plus de l'équipe Zen Neville ensemble. Et puis pour le reste, si on doit donner une note, on va mettre un 3 aussi, ça se fait regarder plutôt sympathiquement. Très généreux aujourd'hui, monsieur Ah oui. J'ai pas vu le match, hein, mais bon, 3 sur 5, c'est quand même une fort bonne note. Passons à un match que j'ai vu. Cesaro contre Sheamus. Donc voilà, victoire de Sheamus. Vas-y toujours. C'était un très très bon match, hein. C'est peut-être un des meilleurs de la soirée, on va dire derrière. On va pas spoiler ce qui va se passer. Non, franchement très bel affrontement, très stiff, avec des grosses prises chacun de son côté. Le final était bien cool, c'est bien que c'est Sheamus qui gagne. Voilà, si je mets une note, je mets un bon 4,5 même. Hein. Ah d'accord, sur 5 hein. Ouais. Non, pour moi, c'était vraiment un très très bon match. Hein. La foule était en feu, tout le monde était derrière Cesaro. D'accord. Voilà, ça aurait eu sa place dans la carte, hors kick-off quoi. D'accord. Moi, j'ai trouvé la qualité du match un peu, je sais pas si c'est étonnant parce que c'est censé être quand même, Cesaro, il est toujours aussi bon, même si il a ses périodes de flottement, mais Sheamus, on l'a pas vu aussi efficace et je sais pas intéressé, il était vraiment dedans, donc voilà, c'était cool et je rappelle qu'on aura encore 6 matchs hein, de Cesaro contre Sheamus. Voilà. On va passer au Big Show et je ne parle pas du géant, mais je parle bien de SummerSlam hors kick-off, c'est-à-dire le véritable SummerSlam qui commence avec Enzo Amore et Big Cass contre Chris Jericho et Kevin Owens. Vas-y Ringside, tes 30 secondes et ta note. On est même dans le Big Show, on fait 30 secondes. Ça déconne pas. Ça c'était bien cool, un bon opener. Jericho, Owens, voilà, toujours au top. Ils nous font toujours rigoler, des petites manigances, des petites filouteries de trucs en équipe, c'était bien joué. Les autres ils ont fait le taf aussi. Enzo c'est toujours limite, mais Big Cass, il fait le boulot.
Voilà, ils ont failli tuer Enzo à la fin du match avec leur pop-up powerbomb codebreaker mélangé là, Owens et Jericho, mais on va mettre un bon 3,5 pour le match. D'accord. Ah oui, j'avais pas mis de note à Sheamus Cesaro, je crois. Voilà. J'aurais mis un 3,5. Donc ouais, Enzo Amore, donc victoire de Chris Jericho et Owens. Il faut que j'arrête d'oublier de donner le résultat des victoires parce que je le donne après. Donc bref, le match excellent. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que Big Cass se débrouillait vraiment mieux que ces derniers temps là. Il s'est un peu sorti les doigts du fessier. Non, Big Cass, Enzo Amore, je pensais. Enzo. Mais Big Cass aussi était bien efficace et donc voilà. Non, mais Jericho Owens, c'est vraiment c'est un peu alors c'est triste pour Owens hein, parce que peut-être qu'ils vont trouver ça tellement bien, Jericho Owens, qu'ils vont essayer de continuer avec. Mais voilà, très très bon match. Voilà, je mettrais un 4, soyons fous. Allez. On va réserver les 4,5 et 5 pour des très grands moments. Le WWE Women's Championship, donc qui était le deuxième match de la soirée, hein, Women Revolution, hein, on vous entend. Ouais. Donc Sasha Banks contre Charlotte. C'est Charlotte qui le remporte au grand désespoir du public de Brooklyn, fait de fans d'NXT. Pour une fois, je vais commencer. Un match que j'ai trouvé. C'est à partir de ce moment-là que la soirée est devenue étrange. En fait, c'est à partir de ce match, il y a eu un gros botch de Charlotte en fait où elle essayait de faire. Je ne me souviens plus de la prise où elle est censée. Elle est sur la deuxième corde. Sacha est sur la troisième corde. Elle essaie de Side slam. C'est un side slam qu'elle essayait de faire. Mais mais donc pourquoi elle essayait de le faire dans le coin du ring, je ne sais pas. Elle essayait de porter donc du coup Sasha Banks vers l'arrière. Hein, on n'a pas trop, dans le mouvement, on voit pas vraiment où elle voulait la mettre. Mais à ce moment-là, elle se merde en fait. Je sais pas, il y a un de ses bras qui lâche et puis Sasha Banks, comme une poupée, elle tombe la tête contre les cordes, puis ensuite elle en vrac par terre. Donc voilà, assez horrible à voir ce passage. C'est pas le passage le plus horrible de la soirée, le pire. Mais pas loin. Mais donc voilà. Sinon, le pire c'est que le match je l'ai trouvé excellent jusqu'à ce moment-là en fait. Le match était vraiment bien. Charlotte plus en plus violente. Enfin bref, je vais pas dépasser mes 30 secondes. Je mettrais un 3,5 malgré le botch, les botch d'ailleurs parce qu'il y en a eu 2-3 quand même de Charlotte. Et toi? Ok. Moi je vais être beaucoup plus dithyrambique. Moi j'ai adoré le match. Alors d'accord, il y a eu ce botch au milieu, il y a eu ce moment de flottement où elles avaient l'air perdues, mais elles se sont reprises après. Et moi honnêtement, je peux les regarder s'affronter pendant des heures les deux là. Je trouve que ça fonctionne vraiment trop bien. Il y a une alchimie entre les deux que je trouve phénoménale. J'ai trouvé le finish était super. Voilà, moi sur ce match-là, je vais mettre un 4,75. Voilà pour parce que c'est quasiment un moment historique. Voilà, j'étais dedans à fond, quoi, 200%. Voilà, non, pour moi vraiment match exceptionnel. Même avec le botch dedans, c'était un moment de frayeur. Après, elles se sont reprises. Oui, Sacha a quand même continué le match malgré le fait que comme si de rien n'était. Ouais, elle avait quand même la tête je souffre. Mais mais le final, oui, juste pour préciser, donc le final c'était Sacha qui tente une nouvelle fois le bank statement et Charlotte qui s'en sort et qui fait un roll-up du compte de 3. Moi j'ai juste une dernière chose, j'ai adoré le fait que la WWE et les couilles. Alors je sais pas si c'était prévu parce que maintenant qu'on sait que Sasha Banks est parti en espèce de vacances, repos, on ne sait pas. Mais dans le sens, la WWE a eu les couilles de mettre Sasha Banks championne pendant quelques semaines avant de lui retirer le titre, alors que le public voulait absolument qu'elle reste. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne décision. Et d'ailleurs, on le verra dans Monday Night Raw. La suite, c'est l'Intercontinental Championship, c'est le Miz contre Apollo Creed. On va l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça maintenant. Il fera les pieds. Il fera les pieds. Non, c'est une victoire du Miz. Hein.
Mais c'était un match bien sympathique. Moi, je trouvais que c'était efficace. Après, c'est pas avec ce genre de match-là qu'on va comment donner une carrure pour le Cruz, hein. Il a fait il a fait son boulot, il a fait son boulot, mais il a rien gagné, surtout pas gagné le match. Donc voilà, bon, ça passait le temps et c'était une des rares pauses pipi, hein, de la soirée. Et puis Maryse alors. Oui, et donc du coup la note 2. 2,5. Voilà. 2,5, ouais, je mettrais 2,5 aussi. Alors juste pour dire qu'avant on regardait les gonzesses pour se remettre du match intercontinental, maintenant on regarde le match intercontinental pour se remettre du match des gonzesses. On peut presque aller pisser pendant le match. Voilà, 2,5, c'était c'est pas digne de SummerSlam quand même. Voilà. Ouais, c'était plus digne d'un show weekly. Enfin si, Maryse comme ça, oui. Mais Maryse, elle est digne d'un pay-per-view tous les soirs. Oh, mais je ne sais pas ce que je viens de dire. Donc Maryse, bien sûr, a fait une distraction. Voilà, enfin bref, il a pas gagné clean, quoi, hein, le Miz, il gagne quasiment jamais clean, je pense. Ouais, bon, de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt. Passons au match où on va avoir beaucoup de mal à faire que 30 secondes. John Cena contre AJ Styles. John Cena contre AJ Styles, c'est AJ Styles qui gagne avec son phénoménal forearm. Un match qui a duré, je pense, aux alentours de 20 minutes, un peu plus, je ne sais plus. Mais un gros match, hein, un des plus longs de la soirée, voire le plus long, je pense. Vas-y, passe en premier. C'était le match de la soirée, voilà, 4,75, on va mettre, si je donne la note, voir si c'est pas 5. Voilà, Cena était excellent dans le mode brut, à mettre des grosses patates dans la gueule d'AJ Styles. AJ Styles, il vendait comme un dieu, il a fait tous ses mouvements à la perfection. Voilà, moi j'entends des critiques qui disent que c'est que vers la fin un enchaînement de finish et de mecs qui se relèvent, machin, mais c'était tellement bien fait que voilà, moi j'étais comme un gosse devant. Voilà, les deux meilleurs catcheurs, on va dire, du circuit actuel au final, hein. Je veux dire, voilà, AJ c'est le patron, c'était le patron de la scène indépendante. Maintenant ça va devenir le patron, j'en suis sûr, à la WWE, du moins à SmackDown. Et puis Cena, ben voilà, c'est la méga star qui assure toujours autant. Donc là-dessus ils ont fait la partition parfaite. Rien à redire. Ok, et j'ai pas grand chose à rajouter à ce que tu viens de dire, à part que je trouve toujours incroyable. Enfin, Cena, c'est comme le bon vin, hein, qui se vieillifie, enfin qui se bonifie avec le temps. Et vraiment un timing, mais ce match avait un timing parfait en permanence. Et les gens qui parlent d'enchaînement de finisher à la fin, mais est-ce que vous vous rendez compte, entre chaque finisher, il y a au moins 30 secondes où ils sont en train de récupérer. À chaque fois, il y a ce moment où c'est justement en ça que c'est extrêmement bien construit, c'est que le match déjà dès le début, il était très il était genre AJ Styles qui fonce sur Cena, qui essaie de tenter des trucs spectaculaires, et Cena qui à chaque fois l'arrête avec quelque chose de très musclé, genre un gros coup de poing, un slam pas de cadeau, ou un truc comme ça. Et donc c'était du tac au tac, quoi, au début, très rapide, et puis à la fin, le tout pour le tout en permanence, quoi. À chaque fois c'est et à chaque fois quelque chose de nouveau. Cena, il a sorti des prix j'ai jamais vu. Genre un moment il a fait je sais plus, je saurais pas le décrire. Quand il prend le J-Style sur son dos, qu'il le fait tourner et qu'il alors c'est complètement botché, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Mais c'est pas ça ressemblait à rien que je connaissais. Mais voilà, fantastique tous les deux. Y a pas une miette achetée. Moi, je mettrais 4,75 parce qu'il y avait pas de ceinture. Voilà. Ouais, voilà. Il y aurait une ceinture, ça serait 5. Il l'aurait foutu en main event, voilà. Donc on a bien sûr fait plus de 30 secondes sur ce match. Bon, allez, Tag Team Championship.
Les New Day contre Gallows et Anderson. Alors là, on a même pas avoir besoin de 30 secondes. Voilà. C'est Gallows et Anderson qui gagnent par disqualification au bout de 3 minutes non, allez, je vais dire 4 minutes de match et une intervention de Jon Stewart. Stewart plutôt, qui est venu pour défendre. Il était avec les New Day, hein. Cette année il était face, hein. L'an dernier il était heel. Voilà. Allez, je vais direct donner. Non, ça servait à rien. C'était aussi peu intéressant que leur feud et ça mérite 0,5. Ouais, moi j'allais mettre 1, tu vois. Donc voilà, on va passer à autre chose parce que c'était de la merde. Hein. On est content de revoir Biggie, il va bien, puis c'est tout. Voilà, il a bu oui. de la pisse. On a eu un retour de Biggie, j'aurais pu le dire. C'était à peu près le seul. Voilà, c'était le 0,5 du match en fait. C'est le retour de Biggie qui n'a pas vraiment servi à grand chose pour le coup, parce que voilà, ils ont perdu. Pauvre division tag team. Alors, vous vous souvenez de cette ceinture, la plus grande ceinture de toutes les ceintures, ce WWE Championship, hein? Vous vous souvenez de cette ceinture? Eh bien, elle passe maintenant avant les 3 derniers matchs de la soirée, puisque c'est Dean Ambrose contre Dolph Ziggler, le show stealer. Donc un match qui s'est terminé à mon grand désespoir par un Dirty Deeds de Dean Ambrose. Victoire de Dean Ambrose, donc voilà. On ne sait pas ce que Ziggler fera et à la date où nous enregistrons ce podcast, nous ne savons pas encore ce qu'il en est. Vas-y. C'était vraiment pas terrible. Je pense que tout est de la faute d'Ambrose. Je pense que il était pas au niveau. Je sais pas, il s'est pas sorti les doigts du cul. Je me demande s'il était pas vexé de pas être en main event. Apparemment, ça va pas trop bien pour lui dans les vestiaires. Mais du coup, le match il était vraiment nul. Pourtant, ils avaient bien construit la rivalité. C'était, le dernier SmackDown était phénoménal. Puis Ziggler il a pas pu faire grand chose, il a vraiment pas volé le show. Le finish est pourri, ils sont dans le coin du ring, ils tombent chacun sur ses pieds, puis l'autre il fait le Dirty Deeds. C'était vraiment un match médiocre, hein. Je vais mettre je vais pas mettre grand chose, hein. Je vais mettre 1, je crois, hein. Voilà. C'est la grosse déception de la soirée, hein. C'est la violence. Je vais pas être aussi sévère. C'était un match correct qui était pas d'un niveau de pay-per-view. Alors pour le coup, là, je reprends ton argument de tout à l'heure, mais c'était. Je crois vraiment, oui, c'est vraiment Ambrose. Et c'est ça qui m'énerve encore plus parce que Dean Ambrose, il en est capable. Il est capable de faire un très bon match, hein, malgré le fait qu'il faudrait lui apprendre un autre finish que ce putain de Dirty Deeds un jour, parce qu'il fait que ça comme finish. Enfin, je veux dire, les superstars, quand elles sont tout en haut de la carte, elles font pas qu'un seul finish. Mais bon, donc du coup voilà, le finish était nul. Il y a eu quelques séquences sympas grâce à Ziggler, hein, parce que voilà, Ziggler, quand il arrive, quand il a l'opportunité d'être explosif, voilà, il arrive pendant 30 secondes à captiver les gens, mais entre temps, voilà, Ambrose avait pas vraiment l'envie d'avoir envie, me dirais donc voilà, un match bof, un champion qui était en train de remonter dans l'estime de tout le monde, hein, Ambrose avec ses promos et qui est en train de redescendre là pour le coup. Du gâchis un peu. Du gâchis. Je mettrais 2 parce que voilà, ça se regardait, c'était pas pénible à regarder non plus. T'étais un peu méchant. Voilà. Passons au Demon King, le Universal Championship, hein, le championnat de l'univers, contre Finn Balor contre Seth Rollins. Donc c'est une victoire de Finn Balor qui gagne grâce à son fameux coup de gras. Le coup de gras. Ouais. Et après un match fort disputé de je pense une quinzaine, un peu plus de 15 minutes.
Donc, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, c'était pas mal. C'est vachement plombé quand même par le public. Alors bon, c'est facile de mettre ça sur le dos du public, mais pendant la bonne 3/4 du match, il en avait rien à foutre le public. Ils chantaient des chants qui avaient rien à voir. C'est quand même dommage. Ils ont. C'est public NXT. Hein. Quand t'as quand même Finn Balor contre Seth Rollins, tu es censé être content quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut comme affiche pour pas plomber le show avec leur chant de merde là, mais du coup en plus Baylor a été handicapé par sa blessure, donc on sentait qu'ils avaient quand même un peu le frein à main pendant le match, mais bon c'était pas mal quand même. Voilà, bon victoire de Baylor, pour moi ça me paraît logique s'ils veulent en faire leur top star. Maintenant il y a un gros problème avec cette ceinture universelle qui fait que les gens ont hué la ceinture quand même, hein, parce qu'elle est moche et puis parce qu'elle représente finalement pas grand chose pour l'instant. Pour le match en lui-même, je vais mettre un 3,5. C'était bien, mais du coup comme je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux s'ils avaient eu peut-être d'autres matchs avant pour un peu travailler l'alchimie entre les deux. Et puis si Baylor avait pas été blessé, parce qu'il s'est quand même déboîté l'épaule pendant le match. Hein, Ouais, j'ai lu qu'il s'est déboîté l'épaule et replacé l'épaule pendant le match. Ouais. Et le lendemain, ça pique un peu. Ah bah pourquoi ça marche plus? C'est fait. C'est pas comme les Lego, hein. Lui qui est très fan des Lego. On suit un peu trop l'actualité des stars, désolé. Donc du coup, oui, t'as dit 4, non, 3,5, je sais plus. 3,5. Moi j'avoue que je me suis un peu sapé certains matchs de ce SummerSlam parce que j'étais trop impatient et au bureau j'ai regardé les résultats. Voilà. mais pour le coup, j'ai vraiment bien aimé ce match. J'ai trouvé qu'il y avait quelques moments ralentis en fait. Il y a quelques petits passages à vide dans ce match. Mais dès qu'ils remontent la cadence, ça part bien. Ils ont je sais pas comment dire. Ils ont un bon timing et puis deux styles qui vont plutôt bien ensemble. Mais oui, il y avait ce manque de, je sais pas, la petite étincelle. Je me suis pas forcément rendu compte. Alors peut-être que j'ai un peu regardé aussi le match. J'avais pas les yeux sur l'écran en permanence, donc peut-être que j'ai raté le moment où Balor s'est blessé. C'est quand tu lui fais la powerbomb sur la barricade de sécurité. D'accord. Ça, c'est la même chose qu'il avait fait à Sting, mais ça se voit pas vraiment qu'il se blesse, hein, et là au final. Ouais. Mais donc voilà. Sinon, ouais, j'ai vraiment bien aimé le match. Il m'a pas marqué plus que ça. Il y a pas eu de moment où il y a pas eu. Je dirais qu'il n'y a pas eu de grand moment dans ce match, à part à la limite le coup de gras, le coup de gras. Ouais, voilà le finish. À la fin, qui voilà est toujours impressionnant à voir. Mais voilà, et puis un petit 3. Un petit 3 sur 5, je trouve. On va passer à un non-match. Le United States Championship match, Rusev contre Roman Reigns, qui donc ne s'est pas vraiment déroulé, puisque Roman Reigns a décidé de défoncer Rusev avant que la cloche sonne, et le défoncer en permanence, enfin pas en permanence, donc laisser la sécurité, les docteurs venir voir Rusev, puis ensuite revenir, lui foutre quelques coups, puis un vrai psychopathe. Ensuite s'en aller, repartir vers les vestiaires, mais puis finalement revenir, et puis s'en aller, et puis revenir. Ça a duré, je pense un bon quart d'heure. Et donc il s'est rien passé, finalement. À part que Roman Reigns est le plus grand heel de la compagnie. C'est ça. Enfin, pas le drogué qui tabasse les gens. Pas le plus grand heel parce qu'on en a un juste après. Mais quasiment. Donc voilà. Donc il y a pas de match, donc il y a pas de note, bien sûr. Bah voilà. C'est à peu près la même chose, les deux trucs finalement. Donc ton avis sur ce truc. Déjà, ton avis, et est-ce que tu penses que ils ont vraiment prévu ça, genre qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Je comprends pas.
Moi j'aurais grincé des dents si on n'avait pas eu le match à Raw avant, le lundi d'avant, parce que finalement l'affrontement on l'a déjà eu, et puis c'était bien cool. Après je pense qu'ils ont essayé de builder en parallèle Reigns et ce qui se passe après avec Lesnar. T'as les deux qui font un beatdown et qui blessent le mec, et qui l'envoient à l'hosto. D'accord. Tu vois, les deux en parallèle. Je pense que c'est ça leur but en fait. Ouais. C'est vrai qu'on verra dans Raw que en ce moment ils sont très fans des. Enfin, ça c'est toute l'ironie. C'est la WWE qui aime bien un petit peu se foutre de la gueule. Enfin, des moments on a l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule de leur propre catcheur parce que ils aiment bien en ce moment faire des storylines sur les blessures. Et pourtant il y en a des vrais. Il y en a des vrais. Mais donc voilà. J'ai pas trop compris cette. De quoi t'as pas compris quoi? J'ai dit j'ai pas compris mais bon on en discutera dans Raw oui ils ont attaqué ce truc de blessure. Oui, enfin je dis storyline. Enfin bref, oui, je donnerai la référence dans Raw. On va passer au main event, hein. Le main event de SummerSlam, ce n'est pas le Universal Championship, ce n'est pas le WWE Championship, c'est encore moins un match de filles. C'est tout simplement Brock Lesnar contre Randy Orton. Et Brock Lesnar qui, comme à son habitude, a casé des souplesses et des souplesses. Et à un moment, après un bon retour de Randy Orton, hein, qui lui a mis un RKO sur la table des commentateurs. Donc Randy Orton revient dans le ring et puis il se refait prendre par Brock Lesnar en fait. Et puis à un moment il est à terre et Lesnar commence à lui mettre des coups, des vrais coups, des vrais coups. Regardez la vidéo. Il lui met des vrais coups au crâne, hein, à la mode UFC. Donc voilà, et Randy, au bout d'un moment, son crâne il tient pas, hein, et puis il s'ouvre l'arcade. Plutôt Brock Lesnar lui ouvre l'arcade. Et donc il commence à pisser le sang abondamment. Et donc on commence à avoir un petite ambiance malaise, hein, une nouvelle fois. Il y a la sécurité qui vient, enfin l'équipe médicale. À ce moment-là, Lesnar de temps en temps essaie de revenir vers Orton pour lui foutre des coups. Alors il fait semblant, hein, de mettre des coups, mais bon, ça semble assez étrange. Et puis au bout de 1 minute de Randy Orton qui pisse le sang, hein, du vrai sang, hein, du vrai sang, il décide enfin de faire sonner la cloche et de déclarer la victoire pour Brock Lesnar. Cette fois-ci j'ai raconté le match parce que sinon on peut pas comprendre la fin. Voilà. Alors il y a eu un match, hein, il y a eu une moitié de match. Je sais pas trop quoi. Vas-y, passe en premier parce que je sais pas quoi dire. Moi je vais couper court au fantasme. C'est le meilleur work de la WWE depuis pour moi la pipe bomb de CM Punk. C'est-à-dire que tout le monde est tombé dans le panneau, tout le monde pense que Brock Lesnar a pété un câble et qu'il a pété la gueule à Randy Orton alors que tout est scripté. Simplement ils ont pas voulu utiliser de lame de rasoir parce que officiellement ils font plus de bleed. Donc ils se sont dit Brock il va y aller au coup de coude. Discretos, ça se passera pour un accident et le but du match c'était que ça se termine avec le Randy Orton en sang par terre et le monstre Lesnar qui l'a détruit quoi. Et ouais, je sais que Shane a dit ça Vince a dit ça à Jericho en coulisses, hein, Jericho qui s'était énervé contre Lesnar. Non mais on peut pas. Et après il y a Shane McMahon qui vient qui se prend un F5. Oui, mais alors, c'est pas. Alors oui, si vraiment Lesnar il avait tapé vraiment, il serait pas relevé Orton, il serait à l'hosto. Là c'est quand même du catch, c'est quand même de la violence, c'est quand même on est là pour voir des mecs se taper dessus. Mais faut pas faire les vierges effarouchés quand il y a un peu de son sur le ring. Je suis pas en train de dire que une grosse partie de tout ça, enfin pour le coup j'arrive pas à être genre à 100% convaincu qu'il était censé s'ouvrir l'arcade comme ça. Mais donc le truc de Shane par contre carrément, hein, ça se voit énormément que c'était prévu. Mais j'avais plus l'impression moi que
Shane était venu un peu pour faire le segment de fin en avance, quoi. Oui, bah je pense qu'ils ont arrêté un peu plus tôt que prévu parce qu'il s'était plus que prévu. Orton, c'est voilà, quand il va au coup de coude, forcément c'est moins précis qu'à une lame de rasoir. Mais c'est précis. Ouais. Voilà, Orton était au courant, ça devait se passer comme ça, et ils ont tout travaillé pour que ça fasse l'effet qu'ils ont réussi à avoir. Moi, je trouve que c'est très très fort ce qu'ils ont fait parce que Lesnar quand il catch, il fait plus du tout de catch, il envoie pas, par exemple, il projette pas Orton dans les cordes. Même à l'extérieur du ring, il le projette pas contre la barrière, il le prend et il l'écrase contre la barrière. Et il l'écrase sur la table sans enlever les télés. On est vraiment, il fait vraiment le mec qui est en train d'essayer de détruire. Il fait pas un match de catch, il vient pour détruire son adversaire. Ouais. Et si tu prends le truc qui s'est passé là où tout le monde pense qu'il a pété un câble, que c'est un psychopathe, repense à la promo qu'a fait Paul Heyman il y a pas longtemps, là, il y a 2 semaines ou 3 semaines quand il était en Angleterre, où il a sous-entendu que Lesnar, il faisait ce qu'il faisait dans le ring et qu'on pouvait pas le scripter, que il a cassé la streak de l'Undertaker sans qu'on lui ait demandé, en prenant la décision de lui-même pendant le match. Ça, c'est un truc super malin de Paul Heyman pour vendre le work de SummerSlam. Ça, tu es persuadé que le mec c'est un psycho et alors que pas du tout. Le mec il vient et même quand il se vend, quand il dit moi je viens que pour le pognon, machin, ça c'est pareil, c'est du work. C'est un mec qui fait bien son taf et ils ont mis tout le monde dans le panneau. C'est quand même très très fort maintenant en 2016 d'avoir réussi à faire encore tomber tout le monde dans le panneau en pensant que voilà les mecs étaient vraiment en train de lui taper dessus alors que voilà il a fait un petit blade job. Mais on en a eu des milliers pendant un temps. Parce que Orton qui accepte de revenir juste pour se taper ça et être hors de compète. Orton il accepte pas, il va pas être hors de compète pour 10 points de suture au cuir chevelu. Orton il n'a pas le choix. Orton, qui sait qu'il y en a quelque chose à foutre de Orton à l'heure actuelle. Il sait déjà bien qu'il revienne et qu'il puisse catcher. Qu'est-ce qu'il va faire à part être catcheur? Orton, il va pas pouvoir, il va pas aller à l'UFC, il va pas devenir champion, il va pas devenir un acteur, il est obligé de rester dans le catch et qu'est-ce qu'il avait comme autre solution pour être dans la carte à SummerSlam qu'aller se faire détruire par Lesnar? C'était son tour. Et voilà. Après, c'est des mecs qui ils sont habitués à se prendre des pains, c'est pas, ouais. Tu prends et t'avais, je sais plus quel SummerSlam ou WrestleMania où t'as, Mankind contre The Rock. Mankind il se prend 18 ou 17 coups de chaise dans la gueule, il finit en sang devant ses gosses, c'est bien pire que ce qui s'est passé là, mais ouais, mais après c'est pas, enfin on est plus à la même époque, mais bah voilà. Mais donc oui, ça s'est terminé comme ça avec juste Shane qui se prend un F5 de Brock Lesnar, qui rigole bien et puis qui s'en va et puis Paul Heyman qui fait un regard effrayé. Donc voilà. Petit avis général sur ce SummerSlam et puis la note générale aussi. Ouais, alors c'était assez déroutant quand même parce que passer le Cena Styles, ça a vachement descendu au niveau de la qualité, je trouve. Bon, le final ça fait un peu le buzz, ça fait l'événement, ça fonctionne, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de voir. Je sais pas si je vais mettre une note, on va mettre je vais mettre quand même je me suis bien amusé. Ouais, allez, 3,75. D'accord. Et puis oui, donc rien de spécial à noter sur le pay-per-view que t'as le meilleur et le moins bon moment. Le meilleur et le moins bon. Le meilleur c'était Styles contre Cena et les filles, championnat féminin. Il y avait un match féminin qu'on n'a pas parlé, mais bon c'est pas grave. Et ah oui, on a zappé. Putain, on a zappé. Quel match? C'était le retour de Nikki Bella. Voilà, t'avais d'un côté les gentils avec Becky Lynch et Kamala, et de l'autre Natalya. Du coup Nikki Bella. D'accord, c'est sur mon résumé que j'ai zappé. C'est Nikki Bella qui a gagné.
Voilà, c'est Nikki Bella qui a gagné. C'était pas mauvais, mais c'était pas très voilà, bon. vous voyez, on l'a oublié sur le passage. Voilà, ça valait un 2. Voilà. Le coup de gueule, c'était le public qui était bien pourri. Hein. Voilà, c'était vraiment un public de merde avec des chants de merde. Voilà. Et l'habillage était un peu léger, je trouve, pour un SummerSlam. Quand ils essayaient de le vendre comme le WrestleMania de l'été, je trouve que l'habillage était pas terrible. Il y avait quand même un écran vraiment géant là qui était sur les côtés, qu'on retrouvera aussi à Monday Night Raw là, qui était pas mal, et les poteaux aussi qui étaient lumineux, enfin qui étaient genre des gros poteaux lumineux. Ouais, ça fait un peu juste, je trouve. Mais oui, c'est vrai que ça manquait de palmiers hein, et de voilà. Comme ça. Et de jolies dames en maillot de bain. Donc moi j'ai eu en fait j'ai du mal à donner un avis général sur ce SummerSlam parce que c'est vraiment ça va dans tous les sens quoi. C'est Sasha Banks, Charlotte, j'ai adoré. Cena Styles, j'ai adoré. Il y a eu le tag team horrible, enfin bon, et d'autres moments, enfin je veux dire le truc de Randy Orton, moi j'ai pas trouvé ça fun ou quoi que ce soit. J'aurais préféré voir un vrai match et une vraie défaite de Orton quoi. Ouais, mais comme je dis toujours, Lesnar il fait pas de match. Faut arrêter d'attendre d'avoir des matchs. Au moins il a fait différente d'habitude. Voilà. Donc voilà, et puis je donnerais du coup donc coup de cœur Sasha Banks Charlotte hein, moi j'ai vraiment adoré hein, malgré la blessure de Banks, et puis coup de gueule le truc tag team, mais bon c'est un coup de gueule éternel, ça dure des semaines. Et la note 3. Je mettrais un 3 sur 5 parce que voilà, je me suis pas je me suis pas vraiment ennuyé, pourtant c'était bien long. On va passer enfin à Monday Night Raw le 22 août 2016. Ce post SummerSlam Raw qui a commencé avec l'annonce que Finn Balor est bien entendu blessé hein. Il s'est remis son épaule mais ça n'a pas suffi. Et il va devoir rendre sa belle ceinture rouge. Cette ceinture qui ressemble, je trouve, énormément à celle de Women's Championship. Mais donc voilà, il va devoir rendre sa ceinture, et pour ça, Mick Foley et Stephanie arrivent dans le ring. Et donc appelle Finn Balor qui arrive dans le ring et puis qui dit que voilà, il a tout sacrifié pour avoir ce Universal Championship hein, et toute sa carrière menée à ça, même si la ceinture n'existait pas. Donc voilà, et puis il a toujours voulu être champion de l'univers. Voilà, comme les petits enfants, je vais être champion de l'univers. Et donc voilà, il parle de ses sacrifices, et son dernier sacrifice, et bien entendu, c'était sa blessure. Donc il promet de revenir et d'aller directement à la chasse au titre, et Mick Foley lui prend sa ceinture et dit bye bye Balor, et sur son chemin Balor, avant de rentrer en coulisses, il croise l'architraître qui arrive, Rollins qui est tout sourire hein, bien entendu hein. Rollins qui se dit c'est bon, je récupère ma ceinture, tout va bien. Donc il arrive et il demande à Stephanie et Mick Foley de célébrer avec lui son propre couronnement hein, puisque Balor est hors du jeu. Et donc Mick Foley et Stephanie sont un petit peu gênés quoi hein, parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Rollins en plus s'attire la foudre du public. Il avait déjà dit sur Twitter qu'il avait pas aimé la réaction de Brooklyn à SummerSlam par rapport à la ceinture hein, et leur réaction en général pendant le match, parce que c'était vraiment
grosse bande de connards qui arrêtaient pas de faire des chances à propos de la ceinture au lieu de s'intéresser à Finn Balor contre Seth Rollins. Et donc à ce moment-là, alors que Mick Foley et Stephanie étaient bien gênés, on voit Sami Zayn qui arrive, et oui, the opportunist from the underground. Et donc Sami Zayn arrive comme un cheveu sur la soupe, on sait pas pourquoi. Et puis juste après on a Jericho, et puis juste après on a Kevin Owens, et puis juste après on a Enzo et Cass. Et là vous vous dites, oh mon dieu, il y a une Battle Royale, oh mon dieu. En tout cas c'est ce que je me suis dit. Et en fait Mick Foley dit que ce soir il y aura plusieurs matchs pour déterminer qui va participer au match pour la ceinture universelle des champions. Donc voilà, et bien sûr il explique pas du tout les règles de ce qui va se passer, donc du coup on se dit ok, il va y avoir des matchs, et c'est quoi en fait, ça ressemble à un tournoi. Il y a un tournoi, mais il y a pas de grille, on nous montre rien, enfin bref. Mais on va le savoir un peu plus tard. D'abord on a Sami Zayn contre Rollins. Rapidement, donc au bout de 2 minutes du match, Sami Zayn scelle une blessure à la jambe droite au moment où il ratterrit là après un de ses nombreux flips, et il se bat avec vraiment sur une jambe pendant pratiquement tout le match. Il tente à la fin un hell of a kick, mais vu qu'il avance comme j'ai noté un papy au marché du dimanche, il avance vraiment à 2 à l'heure, donc voilà, son hell of a kick, il est censé parcourir le ring en moins d'1 seconde, et là ça ne marche pas. Seth lui fait une soumission sur sa jambe blessée juste après, et puis finit avec 2 tentatives de pédigré, et la deuxième fonctionne. Seth Rollins gagne contre Sami Zayn, et donc Seth Rollins est qualifié. Mais qualifié pourquoi? Eh bien je vais vous expliquer juste après. Mais d'abord on passe à Owens contre Neville. Ah oui, enfin est-ce qu'on donne un avis à chaque match, ou c'est comme tu veux? Allez, vas-y, on donne un avis parce que sinon ça va être un peu long, je pense. D'accord. Du coup, Sami Zayn, Seth Rollins, le match était pas mal. C'était un peu étrange, voilà, c'est ce dont on parlait plus tôt, cette blessure à la cheville là qui nous est racontée, qui est faible, évidemment, de Sami Zayn. Mais Sami Zayn, je sais pas si t'as remarqué ou si t'as ressenti comme moi, je trouvais qu'il avait l'air un peu pas trop en forme quand il est arrivé au ring. Il avait l'air un peu courbé, il a pas fait sa danse en arrivant. Je sais pas si en fait il est pas vraiment blessé, mais autre part, tu vois. Bon, après ils ont quand même fait un bon match. On a eu de belles affiches ce soir dans l'improvisation générale. Et donc victoire de Rollins qui est naturelle puisque Zayn était diminué, et puis de toute façon c'est pas trop ce qu'il foutait là, Zayn, il n'a pas vraiment de droit au titre. Oui, voilà, rappelons que Zayn s'est fait battre par Rollins il y a 2 semaines, je crois. C'est ça. Donc, il était pas vraiment censé avoir une opportunité, mais bon, on lui donne des opportunités autant qu'il veut. Voilà, moi je vais pas spécialement, enfin c'était vraiment c'était un bon match. L'aspect blessure a donné un petit peu d'originalité au truc, parce que voilà, Sami a fait pas mal de tentatives de ses moves les plus réguliers, enfin ceux qu'on connaît de Sami Zayn. Il a les 3/4 des moves qu'il essayait de faire, en fait il y arrivait pas, enfin ça s'arrêtait au milieu. Donc voilà, match correct. Owens contre Neville. Donc voilà, comme quoi Neville a les faveurs de la WWE, parce que voilà, il était dans la liste. Neville donc domine au départ, mais Jericho arrive rapidement pour le déconcentrer. N'oublions pas que Jericho Owens, c'est 2 frères pour la vie. Owens donc du coup lui fout une clothesline bien violente au moment où Jericho arrive. Neville continue à dominer quand même juste après. Il réussit une souplesse très très lente sur Owens. Il le porte pendant bien 5-6 secondes avant de... German suplex. Voilà. Avant de le balancer vers l'arrière. Et puis ensuite par contre il rate son Red Arrow. Owens en profite pour lui faire un super kick juste après, mais Neville réussit à l'éviter
juste à temps et puis lui fait un roll-up. Mais ça ne marche pas, un compte de 2. Neville remonte à un moment sur les cordes pour faire sûrement une nouvelle fois son Red Arrow, mais se fait surprendre par Kevin Owens qui fait un torture rec. Et puis ensuite, je ne sais pas exactement quel prix c'est pour le faire tomber, mais bref, il le fait tomber. Compte 2-3. Ouais, son nouveau finish là, oui. Son nouveau finish. En torture rack et puis il fait le tourner et puis voilà. ça devient un stunner ou un neckbreaker. En tout cas, il y a aucun commentateur qui connaît le nom de ce truc. Ouais, il s'est pas encore donné de nom. Donc voilà, t'as pensé de ce match? Ah, c'était bien cool. Du coup, Kevin Owens, donc c'est toujours bon. Et puis Neville, il a pu dérouler un petit peu ce qu'il savait faire avec ses super sauts dans tous les sens là, c'est super rapide, ses petits coups de pied super rapides et tout ça. Non, c'était un bien beau match. Bien beau match avec toujours les petites apparitions de Jericho sur le côté. Ça sont toujours excellents. Ça, c'est vraiment les bons côtés d'Euro, quoi. Donc bon petit match. Et là, vous l'attendiez tous, vous ne compreniez rien depuis le début du show. On apprend qu'en fait, le match de la semaine prochaine pour la ceinture, je sais pas si j'ai précisé que c'était pour la semaine prochaine d'ailleurs, j'aurais dû. Le match de la semaine prochaine pour la ceinture universelle sera un Fatal 4-Way, et oui. Donc du coup, ce qui fait que tous les gagnants des matchs de ce soir seront qualifiés pour cette ceinture. Enfin pour cette ceinture, pour ce match. Mais avant, nous avons un petit passage humoristique avec les New Day qui arrivent et qui offrent du popcorn au public. Ils arrivent avec une piñata et ils remercient le public car ils fêtent leurs 365 jours de règne en tant que WWE Champions. Et donc Gallows et Anderson, bien entendu, arrivent, les docteurs. Et ils disent que c'est tout simplement stupide de célébrer tout ça puisque la veille, eh bien ils ont gagné par disqualification. Donc ils blablatent un petit peu sur un possible rematch et on ne sait pas encore si c'est confirmé, mais on aura ce soir un petit Biggie Langston contre Carl Anderson. Et je vais résumer rapidement le match. Donc Biggie passe un moment 30 secondes à faire des claques au cul de Anderson. Gallows au bout d'un moment tente d'intervenir dans le match, mais les New Day le neutralisent. Biggie gagne grâce à un big ending. Ouais, je me souviens que du big ending. Pourtant j'ai regardé cet après là. C'est toujours pas bon, il y en a marre, le New Day ça se saoule. Le club, on commence à se rendre compte que ça fonctionne pas en vérité. Donc je sais pas, faut qu'ils passent à autre chose. Voilà, j'ai pas de solution pour eux. Il faut qu'ils refondent complètement les tag teams. Je pense que ça va passer par Jericho et puis ciao. Mais là pour l'instant c'est assez relou, moi je trouve. C'est vrai que c'est une tag team. Ce qui est dommage, c'est que ça gâche des talents individuels, quoi. Owens, Jericho et Neville. Même le New Day, hein, si tu regardes. À la base, si tu remettrais les mecs en solo, ça pourrait faire des trucs sympas. Hein. Mais ouais. J'ai un peu le même avis. Hein. C'est Gallows et Anderson. On a l'impression qu'ils je sais pas, il leur manque quelque chose, il leur manque un gimmick, il leur manque il leur manque un truc pour vraiment les rendre intéressants. Dans le ring, ils sont corrects, hein, ils font les choses bien, hein, mais et puis c'est difficile aussi de faire un match convaincant quand d'un côté t'as une équipe complètement comique et de l'autre côté t'as des mecs qui sont censés être ultra violents. Du coup ça donne je sais pas, je trouve que ça donne un goût bizarre
au truc et voilà. Et puis comme d'habitude, hein, on ne sait rien de la suite de cette rivalité. Parce que Ouais, on va oublier les ceintures. mais vous verrez qu'en fait ce Monday Night Raw était vraiment le Monday Night Raw du Universal Championship et le reste on s'en foutait un petit peu. En parlant de choses dont on se fout, Titus O'Neil est arrivé, hein, on ne sait pas pourquoi Titus O'Neil avait le droit d'avoir un micro ce soir, mais il arrive pour taper un monologue en fait. Il dit que quand il a perdu son tag team championship, hein, donc avec les Primetime Players contre les New Day il y a donc un an ou un an et quelques, c'était le meilleur jour de sa vie puisque c'est ce jour-là qu'il a abandonné Darren Young. Mais on rappelle que c'est lui qui a demandé la semaine dernière à Darren Young de reformer les Primetime Players. Donc ouais. Ça n'a aucun sens. Et donc au bout d'un moment il appelle Darren Young et Bob Backlund. Bob Backlund il arrive en courant, il se prend un body slam de Titus O'Neil. Darren Young il arrive pour sauver Bob Backlund, il se prend un Clash of the Titus. Voilà. C'était votre voilà, rétrospectivement c'était votre Jobbers World de la semaine. Ouais. J'ai marqué kill me. J'en pouvais plus. Franchement, si je faisais pas ce podcast, je pense pas que j'aurais regardé en entier. Donc, Stéphanie en coulisses annonce qu'il y aura des conséquences contre Brock Lesnar hein, après qu'il ait frappé Orton alors qu'il était à terre et puis surtout fait un F5 à son frère Shane McMahon hein, qu'elle adore maintenant. Donc voilà. Il va être suspendu 3 mois. On ne verra pas jusqu'au prochain pay-per-view genre Survivor Series. Ouais, on le verra pas. Grosse punition. On le verra pas jusqu'au prochain pay-per-view de SmackDown qui se déroule dans une dimension parallèle. Donc voilà, si t'avais quelque chose à dire là-dessus. Écoute, je crois que j'ai pas vu le segment en fait parce que j'ai dû avancer. Oh là là, le manque de professionnalisme. Et ben on va revenir au catch alors. On va revenir au vrai catch puisque Lana arrive pour présenter Rusev qui ce soir donc a aussi un match hein, pour une place donc dans le Fatal 4-Way hein, pour le Universal Championship contre Big Cass. Donc juste avant le match, Big Cass dit qu'il va finir le boulot que Reigns a fait à SummerSlam, hein, le gros boulot de heel qu'a fait Reigns à SummerSlam. Il va pas s'enturer comme ça le Bulgare. On va le voilà. chez lui. Et sa poufiasse. De toute façon, sur internet. C'est pas être heel qu'être raciste, hein. Ouais. c'est comme ça qu'on fonctionne à WWE. Et donc, on a ce match où Big Cass domine puisque Rusev scelle à fond sa blessure hein. Il a un gros bandage sur le torse, apparemment il a je sais plus des côtes blessées ou un truc comme ça. Et voilà un match plutôt sympa, mais il y a aucun gros spot ou chose. Enfin moi j'ai rien noté de particulier. Et, Big Cass gagne grâce à un compte en dehors du ring de Rusev qui au bout d'un moment n'en peut plus et puis il s'en va parce que il en a plus rien à faire. Il est déjà dans une storyline pour l'US Championship. Alors bon voilà. Est-ce qu'on peut en penser quelque chose? Vas-y Ringside. Bah oui, bon, il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est que Big Cass il se défend bien en solo, hein. Il a tenu le truc, je trouve que ça fait plaisir de voir un mec qui se bouge le cul comme ça et qui assure, tu vois. On a eu Titus O'Neil là à qui ils ont donné le droit de faire un speech et tout ça, qui a merdé, qui a fait que buter sur tous les mots qui sortaient. On n'a rien compris à ce qu'il racontait dans son speech et après quand il était dans le ring c'était de la merde. Là voilà, il est pas beaucoup plus doué que ça casse Big Cass, mais voilà, quand on lui donne un grand événement il assure. Voilà, non, il a fait le taf. C'est un peu étonnant de le voir là, mais bon, on voit que quand même ils ont confiance en lui, qu'ils veulent toujours le pusher un petit peu. Voilà, moi je suis assez content de ce petit match, même s'il y avait pas grand chose à dire de plus dessus. Non mais c'est sympa pour l'entraîner au match en singulier. Ouais, je pense qu'il va finir en solo lui hein, de toute façon. Puis, c'est oui non moi j'avoue que j'ai un peu regardé d'un œil hein, ce match. J'ai regardé le début et puis après bon j'étais à moitié
j'avouerai à moitié sur le PC et à moitié en train de regarder. Parce que voilà, bon, on savait bien on savait bien qui allait gagner vu que Rousseff est non seulement blessé, mais en plus il a cette histoire avec Roman Reigns. Mais donc voilà, victoire de Big Cass, et on va passer aux filles avec Charlotte et Dana Brooke qu'on retrouve dans les coulisses, un moment que j'ai trouvé plutôt marrant où Dana Brooke avait une petite feuille de papier avec imprimé dessus où est le boss. Pour rappeler que voilà, Sasha Banks en kayfabe est blessé, enfin dans la réalité aussi, genre peut-être dans une moindre mesure, mais donc voilà, elle a perdu sa ceinture de SummerSlam, à SummerSlam, et donc Charlotte est en train de fanfaronner. Elle arrive sur scène avec Dana Brooke. Et Dana Brooke qui essaye de lancer un chant You Deserve It. Ça m'a fait assez marrer. Et donc Charlotte qui dit qu'elle est la meilleure athlète féminine au monde. Elle lance quelques vannes à propos de Sasha Banks et des fans de Sasha Banks. D'ailleurs, apparemment, il y en avait un qui était particulièrement énervant dans le public. Hein. Elle le montre du doigt et puis elle lui dit non mais petit, je suis double championne féminine de la WWE, donc tu vas te calmer. Et elle a bien raison. Donc après avoir remis les choses en place, elle décide de prendre sa soirée, puisque de toute façon il n'y a pas de concurrence dans le roster, et on est plutôt d'accord avec elle d'ailleurs. Mais Mick Foley arrive, et bien entendu pendant toute cette séquence, le public arrête pas de gueuler Bayley. Foley arrive donc avant que Charlotte se tire, et il confirme que Sasha Banks aura son rematch pour la ceinture dès qu'elle sera habilitée par l'équipe médicale. Charlotte donc dit qu'elle a droit à sa soirée, et Foley lui dit non, il faut que je te présente le free agent le plus hot du catch féminin. Truc qui m'a bien énervé, mais bref, je vais finir la séquence. Donc c'est bien entendu Bayley, qui a à peu près la même entrée que vous avez pu voir peut-être sur NXT si vous ne l'avez pas vu. Et bien, c'est juste des grands ballons géants qui se gonflent et des jolis bracelets multicolores, et une jeune fille avec un petit un petit chignon. Enfin bref, c'est Bayley quoi. Et donc Bayley super contente d'être là, voilà, elle salue le public, voilà, comme une petite fille qui vient de réaliser son rêve. Elle fait un petit câlin à Mick Foley, parce que voilà, c'est son gimmick de huggeuse. Et juste après, elle dit à Charlotte, Charlotte, écoute, moi je te respecte, je veux pas te voler ton spotlight ni rien, mais tout ce que je te demande, c'est un match pour la ceinture. Et Charlotte lui dit oh là là, tu vas te calmer, moi j'ai pas mon attirail pour j'ai pas mon costume pour catcher, mais par contre ma bonne amie Dana Brooke, elle est toujours chaude pour la bagarre. Pour la bagarre, voilà, la bagarre. Et donc bien entendu, on va avoir Bayley contre Dana Brooke. Un match qui durera environ 5 minutes, avec une Brooke qui se défend plutôt bien. À un moment, elle enchaîne des coups sur Bayley à l'extérieur du ring, mais bien sûr Bayley gagne grâce à son belly to belly. Voilà. Qu'as-tu pensé de tout ce segment? Moi je suis très content de voir arriver Bayley, même si on aurait peut-être un peu plus besoin d'elle à SmackDown, mais y a pas grand monde à Raw aussi, donc voilà, autant qu'elle arrive à Raw finalement. Donc pour ceux qui connaissent pas Bayley, il faut aller regarder NXT, vous prenez tous les takeovers où elle était, voilà, vous verrez ce qu'elle est capable de faire. Sûr que ce soir face à Dana Brooke, il y avait rien d'exceptionnel, donc faut pas trop s'attarder sur ce match-là, parce qu'elle est loin d'avoir montré ce qu'elle est capable de faire.
Moi j'attends beaucoup de Bayley. Je la vois vraiment comme le nouveau John Cena, quoi, la tête de gondole de la WWE. Donc pour moi c'est plutôt une très bonne nouvelle. Moi je pense quand même que ça aurait été mieux d'avoir un SmackDown, mais pour démarrer. Mais bon, comme Sasha Banks elle est pas là et que Paige elle est chopée par la brigade, il y a pas trop de choix. À moins de mettre Nia Jax, mais on peut pas mettre Nia Jax contre Charlotte, ça aurait été fait un peu bizarre. Donc je pense qu'on se prévoit de bons matchs. Bayley Charlotte, ça va être super. Voilà, au moins bon, peut-être qu'on n'aura pas des storylines super transcendantes, mais quand ce sera l'heure des pay-per-view, on va avoir des matchs qui seront super. Puis voilà, Bayley elle a fait le taf, son personnage il fonctionne super bien. Et puis Charlotte elle est toujours impeccable en championne heel détestable, et puis Dana Brooke elle est horripilante au possible. Voilà, c'est dommage qu'elle soit très très faible dans le ring, parce que du coup ça va pas donné grand chose pour ce match-là. C'est un peu dommage qu'ils voulaient mettre en avant Bayley, mais bon on l'a vu à Battleground déjà, Bayley un peu ce qu'elle savait faire. Si je dis pas de bêtises, hein, c'était à Battleground qu'elle était venue. Hein. Et voilà, donc voilà, plutôt une très bonne nouvelle pour Raw de l'avoir débarqué. Et assez d'accord avec tout ça. Ce que je noterais moi, c'est que j'ai trouvé Charlotte parfaite. Vraiment, mais Charlotte qui il y a 6 mois au micro était en train de trembler dès que le public commençait à se réveiller. Là, elle est vraiment parfaite dans son rôle. Elle arrive à répondre au public quand il commence à essayer de la pousser un petit peu. Donc voilà. J'aime bien aussi son nouveau costume, son nouveau style plus sobre. Moins strass et paillettes, hein, moins Ric Flair quoi. Donc du coup voilà, c'est bien, et ça, j'ai l'impression qu'il s'en éloigne un petit peu du lien avec les Flair. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi j'ai pas trouvé, alors bien sûr elle a pas vraiment catché, hein, de toute façon ça a duré 5 minutes, mais j'ai été étonné de tous les matchs de Dana Brooke que j'ai pu voir ces dernières semaines, enfin même si ces dernières semaines ils avaient un peu arrêté de la mettre sur le ring, mais tous les derniers matchs de Dana Brooke que j'avais vus, il y avait tout le temps des erreurs, il y avait tout le temps des trucs qui me faisaient m'arracher les cheveux, et je trouve que même si ça a duré 5 minutes, elle a fait son taf. Donc c'est pas son pire match, c'est sûr. Voilà, j'ai trouvé ça correct, et c'est important qu'elle fasse son taf pour la première de Bayley. Donc voilà, Bayley qui l'a joué très facétieuse et rigolarde, avec quelques trucs qu'elle a fait, dont au début du match où elle fait une espèce de twist sur le corps de Dana Brooke. Enfin, c'était non mais c'est bien, ils ont vraiment gardé le même personnage qu'à NXT, ça fonctionne super bien, donc il faut effectivement qu'ils restent sur cette ligne là et pas qu'ils s'amusent à faire d'autres trucs quoi. Pas qu'ils commencent à partir dans des machins alambiqués. Elle c'est la pure face John Cena style, il faut que ça reste comme ça, et les gens vont pleurer quand elle va perdre et ils seront heureux quand elle gagnera, et puis voilà, ça va être super quoi. Voilà. Et donc on a désolé de nous faire redescendre sur terre, mais Sheamus est là en backstage, hein. Il vient faire une toute petite interview pour dire que voilà, il est bien content de sa victoire contre Cesaro, et que c'est le début d'une suite de victoires, et que maintenant c'est un winner, et voilà, il a une nouvelle coupe de cheveux, hein. Il a arrêté l'iroquoise à la con, hein. Il a une petite coupe, les cheveux plaqués vers l'arrière, hein. Donc voilà, c'est peu importe. Mais donc dans le genre peu importe, nous avions aussi Braun Strowman, qui est à peu près le seul segment jobber dans un match de la soirée. Il est contre un jobber qui s'appelle Johnny Knockout. J'ai adoré le nom des jobbers, et surtout ce qu'il a dit en interview avec Byron, puisque vous vouliez des thématiques LGBT, hein, vous en vouliez, Stéphanie en a promis, et bien ce jobber nous dit que il se bat contre Braun Strowman car il aime les gros hommes bien suants. Voilà. Braun Strowman gagne, et
enfin, il fait un tombé habituel, là, avec un espèce de slam à la con. Et on sait pas pourquoi il veut faire 2 tombées, donc voilà, il fait 2 tombées, même si le deuxième tombé, il y a pas de son de cloche, hein, bien sûr, puisque le match est fini. On va pas vraiment en parler, on va passer aux Dudley Boys. On parlera jamais de Braun Strowman. non, je crois pas. Je crois qu'on pourra même ne plus le citer d'ici quelques mois, à mon avis. Donc les Dudley Boys qui arrivent pour dire au revoir, hein, parce que on a appris voilà que les Dudley Boys, enfin j'avais lu qu'ils se séparaient, mais alors là carrément qu'ils partent de la WWE. Bon, c'est du moins la storyline. Donc ils viennent pour dire au revoir au public. Ils rappellent leur grand match, hein, bien sûr les matchs contre Edge et Christian et les Hardy Boys. D'ailleurs au moment où c'est un des rares moments où j'ai bien aimé le public, c'est au moment où il a dit les Hardy Boys et que tout le public a commencé à faire delete. Voilà, une gimmick de TNA chantée par un public de WWE. C'est marrant. Pour gâcher la fête, bien sûr, les Shining Stars sont toujours prêts. Donc les Shining Stars, ils arrivent. Le public crie sortez les tables, et donc les Shining Stars viennent donner un petit cadeau d'adieu aux Dudley Boys avec 2 billets en classe éco pour aller à Porto Rico, the Shining Stars of the Caribbean. Et donc ça va, tout le monde, on se dit forcément que ça va finir avec voilà. Un des Shining Stars sur une table, surtout que comment Devon va chercher la table, hein, comme d'habitude. Ouais, parce qu'il leur tape dessus. Hein. Voilà, oui, bah bien sûr, il se fight, hein, bien entendu, cette attaque-là de Shining Stars, on peut pas s'empêcher. Et donc voilà, on sent que ça va se terminer comme ça avec une petite victoire des Dudleys, mais à ce moment-là, Carl Anderson et Luke Gallows apparaissent et ils viennent pour sauver les Shining Stars et ils mettent Devon dans le Magic Killer. Enfin, ils font un Magic Killer sur une table. Donc voilà, ils foutent Devon dans une table et voilà, c'est la fin de ce segment. Qu'est-ce que ça va que faire, hein? J'ai rien compris au segment, mais ils ont aussi fait un Magic Killer à Bob Harry à l'extérieur du ring. Mais sinon, alors les Dudleys, les Dudley Boys, impeccables, je trouve, en promo, au micro. Hein, c'était la vieille école. On voit quand même la différence par rapport à ce qui se fait maintenant. Bon, moi je sentais que c'était un peu les adieux fake, hein, parce que voilà, ça va à la manière de Marc Henry à une époque. Enfin, je les vois pas prendre leur retraite maintenant. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas trop crédible. Tant qu'ils avaient le micro, c'était cool, et puis jusqu'à ce que les Shining Stars arrivent, et surtout que le club débarque là, je sais pas trop pourquoi. Donc je suppose que ça va partir sur une rivalité contre les deux, parce que je pense qu'ils vont revenir du coup les Dudley Boys. Mais sinon je comprendrais pas pourquoi ils ont fait ce segment. Je suis resté perplexe. Bah peut-être qu'ils ont fait creuser assez dans la carte pour devoir faire une feud avec les Shining Stars. C'est peut-être ça. C'est peut-être leur cadeau d'adieu, hein. C'est pire que des billets en classe éco pour les Caraïbes. Enfin bon, moi j'ai rien à dire là-dessus. On sait pas vraiment où ça mène. Mais on a en coulisses une petite interview de Owens et Jericho. Alors je le fais pas dans l'ordre chronologique, hein, parce que c'était bien avant, mais une interview excellente où ils se chamaillent pour qui va aider l'autre pour son match. Hein. Bon, Owens il a gagné, mais il demande à Jericho, enfin tu m'aideras enfin Jericho d'abord demande de l'aide pour son match qu'il va avoir contre Reigns juste après, et puis et inversement chacun demande de l'aide et tout ça, mais comment il s'appelle, Philippe? Non, en fait il s'appelle Todd Phillips et il l'appelle Philippe. Ouais, voilà, c'est Todd Phillips, putain. À chaque fois il change là il l'appelle Felipe en arrivant. Felipe. Et donc oui, Felipe, il leur explique que c'est un Fatal 4-Way, donc vous allez pas pouvoir vous aider les gars, il y a qu'un seul gagnant, à moins que voilà vous sacrifiez.
Bref, voilà, ça se finit avec le bon vieux gimmick de Jericho qui passe très bien là, ces derniers temps, le hit. Enfin bref, je vais pas vous le faire parce que voilà, c'est en anglais, donc voilà, ça vaut le coup, hein, s'il y a bien un petit passage à regarder, un des rares passages comiques vraiment de la soirée, c'était celui-là, hein, c'était très bien joué. Et puis on va passer au match. Donc Jericho contre j'allais dire Kevin Owens. Jericho contre Roman Reigns, qui se fait encore bouer par le public, hein, qui le déteste de façon permanente. Un match plutôt correct où chacun. Carrément. Bah alors, on en discutera. Mais donc voilà, chacun déballe sa panoplie. Puis au bout d'un moment, il y a Kevin Owens forcément qui vient intervenir, hein, pour aider Jericho. Mais ça ne l'aide pas vraiment, hein, Jericho, parce qu'il se prend un Superman Punch juste après. Et puis ensuite Reigns tente un spear mais il se rate et Jericho le met dans le Walls of Jericho. Mais Roman Reigns arrive à ramper jusqu'à la corde, et puis au moment où il arrive à la corde, là Kevin Owens est à la réception avec un kick bien violent dans la face de Roman. Jericho fait le tomber juste après, mais seulement deux. Et puis quelque chose comme une dizaine de secondes après, Reigns est déjà prêt pour son spear et voilà. Il est fatal. Roman Reigns se qualifie pour le Fatal 4-Way de la semaine prochaine pour le Universal Championship. Donc voilà. Je vais donner vite fait mon avis. C'est juste le match, en fait, j'ai trouvé que il était un petit peu en à deux rythmes différents, quoi. Il y a des passages que j'ai bien aimés, des passages où moyen. Donc voilà. Après c'était correct, et bon, une nouvelle fois ça prouve, alors pour le coup c'est un argument pour le public, mais ça prouve que Roman Reigns est encore en main event de Raw. Exactement. Donc voilà, hein. Et voilà, je pensais qu'ils allaient le faire redescendre dans la carte, mais finalement c'est mal barré. Alors le match, moi j'ai bien aimé Jericho. Moi il me fait marrer quand Reigns attrape les cordes quand il est dans le Walls of Jericho. Donc l'arbitre casse la prise et Jericho se lève, style j'ai gagné, il a abandonné. Et après il chouine encore une fois comme d'habitude. Le finish il était impeccable. Non, c'est c'est une belle affiche, hein, Jericho contre Roman Reigns. J'aime de plus en plus Roman Reigns, moi, au final. Je trouve qu'il fait toujours des bons matchs. Je sais pas, à part son main event de WrestleMania qui était catastrophique, mais je commence à me demander si finalement c'était pas la faute de Triple H. Je pense que vraiment le fait de le huer comme ça tous les soirs, c'est contre-productif. Ça gâche encore un peu une petite affiche qui était bien sympa. Surtout que il bâcle pas ses matchs, hein, comme par exemple Ambrose, pour ne citer personne. Mais non, moi j'ai bien aimé ce main event. Voilà, avec Kevin Owens dans le coin, c'est toujours, de toute façon après c'est toujours Jericho, Owens qui font. Si tu enlèves les deux là de Raw, je crois qu'on se ferait chier comme c'est pas permis. Voilà, et je remarquerai juste que dans tout ce truc autour de la ceinture universelle, il y a un mec qui a été oublié, qui a pourtant gagné un title shot il y a genre une semaine ou deux, et qui a pas le droit de participer. Je vous donne un indice, il est suisse. mais voilà. en même temps, Sheamus n'a pas participé non plus. Donc Sheamus, il a pas gagné de title shot il y a 2 semaines. Oui, mais il a utilisé son title shot, Cesaro. Ouais. Il aurait eu tout à fait sa place, plus que Big Cass ou Sami Zayn. Ah oui, non mais même de ville. Sûrement. Et moi, ce que je trouve aussi étrange, c'est que
on fasse perdre Rousseff et on fasse pas perdre Reigns. Donc du coup, bon, on devine bien que Reigns va pas gagner l'Universal Championship. Donc, je sais pas si aussi catégorique que toi. Roussel, je crois il va aller en lune de miel, je crois. Je pense qu'il va être absent une semaine ou deux. Ça semble, c'est quand même un bel avortement de storyline tout ça. Ouais, mais parce que je pense qu'ils ont abandonné le projet d'avoir Reigns avec la ceinture, sinon ils l'auraient déjà gagné, je pense. Ouais, c'est dommage. Pour ce qui est de la ceinture US. Hein. Mais donc voilà, non, c'était vraiment bien et puis comment. Ouais, Jericho est de toute façon impeccable ces derniers temps. On a un peu l'impression qu'il a retrouvé la foi. Et pendant un temps, il était un petit peu en flottement, à essayer à builder des catcheurs de le mid card, le card machin. Il est revenu dans le top. Dans le top des stars de Raw et ça fait plaisir et donc voilà, on va passer à la note finale. Tu vas me ressortir le nom du segment. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin, bien entendu. C'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et vas-y, Ringside, ton mot de la fin, ton impression générale, ton coup de gueule, ton coup de cœur et ta note. Le coup de gueule, je vais le donner à Titus O'Neil et compagnie, parce que c'était vraiment trop de la merde. Nous ressortir une rivalité qui date d'il y a 3 ans, dont tout le monde a oublié et puis personne n'en a rien à foutre. Voilà, il faut vraiment mettez-les à Main Event ou à Superstar, ils sont très bien là-bas, mais ça sert à rien à faire à Raw. Alors bon, il faut des petits trucs à Raw aussi, pas forcément que des gros trucs, mais mettez Heath Slater, mettez pas Titus O'Neil, il fait chier. Pour le coup de cœur, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le qu'est-ce que je vais mettre dans le coup de cœur? Parce que tous les matchs se valaient, hein, c'était à peu près équivalent. Ça coupé au montage, c'est eux. Ouais, va pour Jericho qui était encore impeccable. Non, l'arrivée de Bayley. Allez, mon coup de cœur, c'est l'arrivée de Bayley. Voilà. Okay. Et la note, je vais mettre à 3,75. C'était bien cool. Malgré l'improvisation générale, finalement, on a des bien belles affiches pour cette soirée. Je me suis pas ennuyé, à part devant Titus O'Neil, quoi. Et un peu perplexe, pour les segments tag team, mais ça c'est pas nouveau. Okay. Voilà, non, plutôt un bon Raw cette semaine au final. Ok. Bah moi j'ai été, pas vraiment étonné parce qu'on le devinait au début du show. En fait, c'était vraiment un show un peu rattrapage, un peu on fait un truc de brick et de broc pour sauver l'affaire avec tout le problème de Balor blessé et donc du coup c'est vrai que c'est un Raw qui est passé un peu plus rapidement que d'habitude. Je mettrai un coup de cœur Charlotte, que j'ai trouvé vraiment excellente au micro et que j'ai trouvé excellente à SummerSlam malgré son botch. Vraiment, je trouve qu'elle a elle a encore passé un cran non seulement dans son catch, mais en plus dans son personnage. Donc voilà, c'est très bien de l'avoir gardé heel et puis de la remettre championne. Parce que finalement c'est celle qui maintenant au jour d'aujourd'hui maîtrise le mieux non seulement le ring mais aussi le micro. Donc voilà. Et dans le coup de gueule, je vais mettre le club qui est écrit dont je sais pas, la progression et la personnalité est écrit de façon très étrange, où on sait pas trop ce qu'ils veulent. Un jour ils étaient, pendant 2 semaines ils ont été comiques. Ce Monday Night Raw ils étaient pas du tout, ils étaient revenus ultra sérieux. Et après ils vont défendre les Shining Stars, on sait pas pourquoi. Ça sert à rien. Donc voilà, je comprends pas vraiment comment ils les écrivent.
moi je mettrais je sais pas, je mettrais un 3 sur 5 parce qu'on a eu un truc qui était réussi, c'était tous ces matchs importants, mais en même temps entre deux on a eu une démonstration que la WWE a pas vraiment de plan à part pour Bayley. Et sinon voilà, c'est parce que faut pas oublier que tous ces mecs là qui sont en train de se battre cette semaine, qui ont eu tous un match important, bah voilà, on coupe la moitié, et puis après bah il va falloir qu'est-ce qu'on va en faire de tout ce qu'on perdu là. Donc voilà, on sait pas trop. Bah c'est tout pour cette analyse, ce Monday Night Raw du 22 août. Il y aura pas eu de Jobbers World cette semaine ou de questions, hein. On est désolé, mais il fallait faire le plus rapidement possible et on a même fait un peu plus long. Je vais remercier Ringside d'être venu. Merci à vous, merci les amis. Pour ce Raw Express qu'on espère vous livrer encore plus tôt que d'habitude, hein, on est complètement fou. Et on vous rappelle que le podcast est disponible sur Mixcloud, sur Podcloud, sur iTunes et sur YouTube, que vous pouvez vous abonner pour savoir quand on sort des épisodes. Et vous voyez, hein, on les sort un peu des moments en avance, des moments en retard, des moments où on fait des épisodes en plus, des moments où on fait des prédictions dont je ne suis même pas au courant, hein. N'est-ce pas l'équipe SmackDown? Donc voilà. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés cette semaine. On espère que vous avez passé un très bon moment, et on vous dit à la semaine prochaine pour enfin savoir qui est le vrai Universal Champion of the World. Bonne semaine pleine de catch. À toutes. Ciao.